Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Le tournoi est lancé, les Irlandais n'ont fait qu'une bouchée des Gallois tandis que les Écossais, eux, nous ont fait plaisir avec une nouvelle victoire à Twickenham. Et les Bleus, eux, comme chaque année depuis 3 ans, ont galéré face à de valeureux Italiens qui nous ont accrochés jusqu'à la fin. Malgré le point de bonus ramené de Rome, cette Italie-France n'a pas vraiment donné satisfaction. Et il me semble qu'on est assez nombreux à craindre pour le match de la semaine prochaine à Dublin. On va voir ça de plus près, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi les Italiens nous ont mis autant en difficulté. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que si vous aimez le rugby et que vous aimez ce que je fais, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est tout simplement de cliquer sur le bouton s'abonner, juste en dessous de la vidéo là. Vous êtes près de 60% à me regarder sans être abonné, ça va pas du tout, alors on s'abonne, hop, c'est gratuit et en plus, ça me fait plaisir. Une des premières impressions de ce duel entre la France et l'Italie, c'est un manque de fraîcheur de la part de nos bleus. Surtout devant, les Baye, Aldrit, Villemc, Antonio, Olivon, Marchand et consorts m'ont semblé moins en canne, moins puissants et moins à même de trouver de l'avancée que d'habitude. La faute sûrement en grande partie à un calendrier surchargé qui fait beaucoup débat dans le rugby français actuellement. Les joueurs français jouent beaucoup, en moyenne 2 fois plus que leurs homologues irlandais par exemple. Et ça pose un problème qui est clairement visible sur le terrain, par conséquent, on peine à gagner les duels. Or, battre son adversaire en le prenant de court avec beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse, ou alors en le battant physiquement par sa force et sa puissance, c'est un petit peu le nerf du rugby. Si tu n'avances pas suffisamment, si la défense adverse ne souffre pas, tu ne peux pas imposer ton rythme et tu es souvent réduit soit à devoir rendre le ballon au pied, soit à jouer la baballe en espérant trouver une faille comme ça dans la défense adverse, ce qui ne marche pas vraiment dans le rugby international. Et ça, les Bleus l'ont fait plusieurs fois au cours de la partie, notamment en première mi-temps où on avait l'impression qu'ils étaient parfois très désorganisés et qu'ils avaient du mal à se trouver les uns les autres. Et même sur certaines occasions qui étaient quasiment toutes faites, la finition n'était pas bonne, les joueurs n'étaient pas dans le bon timing. Le meilleur exemple, c'est en tout début de match avec la percée de Ramos et c'est en avant de Penaud qui ne contrôle pas la passe. C'est pas normal de louper ça là, on aurait dû avoir 7 points directement. Et j'ai un peu le même sentiment sur ce déboulé du Clermontois qui aurait pu, voire même dû servir du mortier. C'était pas tout fait encore, loin de là. Certes, il y avait encore des joueurs qui arrivaient et certes, l'espace était peut-être un petit peu petit avant la touche. Mais connaissant du mortier et sa vitesse, je pense que ça aurait pu aller au bout. Ou alors on aurait pu tenter une croisée pour repiquer intérieur et prendre la défense à revers. Sur certains rucks offensifs également, on était en retard pour étayer et assurer la conservation. C'est plein de petits points dommages et de petites erreurs comme ça qui, s'ils avaient été gommés et maîtrisés directement, nous auraient permis de prendre le large beaucoup plus rapidement dans le match et de nous mettre à l'abri. Et j'ai perçu ce manque de liant en défense également où on a subi les assauts agressifs des Italiens qui m'ont vraiment surpris dans leur circulation de balles. Je me rappelle pas vraiment d'avoir vu une équipe d'Italie aussi structurée dans ses lancements de jeu. Alors qu'on se le dise, il n'y a rien de folichon sur le papier. C'est surtout des courses en l'heure qui permettent de fixer la défense pour servir des joueurs lancés qui viennent dans les intervalles. Certes, c'est pas super complexe, mais quand c'est bien exécuté dans le bon timing, c'est ultra efficace. Comme par exemple sur cette prise de balle de Fischetti qui surgit au dernier moment et qui gagne de précieux mètres. L'Italie a très bien fait ça entre d'une part lancer des leurs pour jouer dans leur dos ou servir des joueurs qui arrivent à hauteur pour effectivement porter le ballon dans l'intervalle. On a vu que ça a mis pas mal de confusion dans la défense française qui a concédé pas mal de terrain sur ce genre d'action, comme sur ce lancement sur bras cassé où Ficou est fixé, tandis que Ntamak, lui, il veut glisser donc il lui passe devant, et là ça a pour résultat direct de totalement déconnecter la ligne défensive avec des joueurs qui sont plus du tout en train de se communiquer entre eux et qui se passent devant comme ça, et là c'est du caviar pour l'attaque. Les Italiens ont beaucoup utilisé ce genre de structure offensive, notamment pour intercaler Capuzzo et capitaliser sur sa vitesse. Heureusement on a toujours réussi à rattraper le coup, mais disons que j'étais pas habitué à voir la défense souffrir autant, surtout face à l'Italie. Et puisqu'on parle de la défense, je rajoute aussi le fait que je trouve qu'on a manqué pas mal d'agressivité, on est souvent resté sur notre ligne en ne faisant pas beaucoup de mètres pour aller chercher le porteur de balle. On a vu peu de tampons, peu de plaquage offensif, et quand on voit ce qu'on va prendre avec l'Irlande, il va falloir sortir un autre genre de match en défense. Aussi, je suis assez surpris du placement de Penaud sur l'essai de Capuzzo. Aldrit, il a beau faire tout ce qu'il peut pour revenir tout son possible, forcément c'est un 8, il manque de canne, et je vois pas trop pourquoi c'était lui qui était placé là à ce moment-là. Et donc à mon avis avec tout ça, je pense que les entraînements de Shaun Edwards, ils vont piquer cette semaine. Et pour revenir un petit peu sur l'attaque, malgré les bonnes séquences, notamment au retour de la mi-temps où on fait les choses plus simples mais de manière plus efficace, avec du travail d'avant, au près et dans l'axe, sur nos lancements plus larges, je trouve que globalement on mettait moins de vitesse, moins d'impact dans nos courses, notamment sur les leurs, ce qui a facilité le travail de la défense italienne, où en fait c'est pas vraiment des courses en l'heure, c'est juste des joueurs qui sont devant pour permettre de passer dans le dos, mais
personne ne croit qu'ils vont avoir le ballon et c'est ça qui permet justement à la défense de glisser et de contrôler. Donc a priori ce manque de fraîcheur fait partie des plans de Galtier qui a expliqué en conférence de presse que le travail des prépas physiques était fait en sorte à ce que le pic de forme soit atteint pour l'Irlande justement. Donc samedi prochain on verra si c'était bel et bien le cas ou si c'était juste un élément de communication pour protéger ses joueurs. Et qui dit manque de fraîcheur dit logiquement manque de lucidité. D'où le nombre très élevé de pénalités sifflées contre le 15 de France, 18 sur l'ensemble du match, c'est énorme. Pour ceux qui se rendent pas forcément compte, sachez que dans le rugby international, on considère qu'au-delà de 10 pénalités dans un match, ça commence à faire beaucoup. Sachant aussi, à titre de comparaison, que la veille, lors du Angleterre-Écosse, les deux équipes cumulées n'ont reçu que 19 pénalités à elles seules. Donc c'est vraiment beaucoup de la part du 15 de France. Alors sur le coup, je pense que comme beaucoup, j'ai eu l'impression que l'arbitre Mr. Carley nous enflait pas mal, mais en revisionnant, j'avoue que j'ai mis de l'eau dans mon vin et que c'est pas aussi simple que ça. En fait, Carley est très pointillé sur les rucks, les fautes en soi elles y sont, mais juste il siffle beaucoup plus facilement que d'autres arbitres. Sa façon d'arbitrer pour lui, c'est il veut que le ballon sorte le plus vite possible et il aime pas trop quand les joueurs mettent les mains sur le ballon, viennent un poil sur le côté ou s'ils ne sont pas en maîtrise totale de leur poids du corps, bah là il siffle direct, il se pose pas de questions. Et je pense que sa façon d'arbitrer les a sûrement surpris les joueurs, surtout quand on voit comment c'était la veille avec Angleterre-Écosse, où là ça plongeait carrément, où les joueurs ils venaient directement attaquer le ballon et l'arbitre laissait un petit peu faire. Donc c'est vraiment des arbitrages qui sont différents et je pense que les Bleus ont été pas mal surpris. Mais le gros souci c'est qu'on n'a pas été capable de comprendre son fonctionnement et de s'adapter à sa manière d'arbitrer. Et ça, c'est sans parler du fait qu'on renvoie une très mauvaise image aux autres arbitres. On sait que la semaine prochaine ça va être Wayne Barnes, qui n'est pas forcément l'arbitre le plus pro-français qui existe dans ce monde, mais après il a quand même tendance à beaucoup laisser jouer, notamment à beaucoup laisser se faire les choses dans les rucks. C'était lui qui arbitrait le dernier France-Afrique du Sud, où il y a eu pas mal de casses parce que c'était des avions de chasse qui se rentraient dedans. Ce qui laisse présager un gros combat au sol et sûrement un peu de casse, j'avoue que je crains un petit peu de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, on revient tout de même de Rome avec le bonus offensif, et ça, c'est positif. En plus, face à une très belle équipe d'Italie, il faut le dire. Heureusement qu'ils avaient pas Garbisi, parce que sinon, je pense qu'on a moyen de le perdre ce match. Mais j'aurais bien aimé que la charnière Dupont et Ntamak prennent un peu plus de responsabilité, parce que maintenant, c'est vraiment des cadres, et c'est à eux de s'adapter à l'adversaire, de s'adapter à l'arbitre, et de vraiment gérer le tempo du match, et de gérer la manière dont on va prendre tous ces éléments en compte pour s'adapter aux circonstances présentes, parce que je pense qu'ils ont parfois voulu trop coller au plan de jeu et ils n'ont pas forcément su s'adapter. Malgré tout, Dupont fait un sacré match, il a été impérial en défense, explosif ballon en main, et c'est lui qui vient rusher sur les botteurs italiens. Et pour Ntamak, même si je trouve qu'il se cantonne un peu trop à un rôle de distributeur, il est quand même décisif sur 2 essais sur 4, il a une capacité à identifier les situations et à réagir aux appels de ses partenaires qui est assez bluffante, sur l'essai du Mortier comme sur l'essai de Penaud, mais là on va surtout voir l'essai du Mortier, donc on voit qu'on a attiré la défense italienne sur le côté droit et qu'il y a des espaces sur l'autre aile, d'autant plus que la couverture italienne elle est absente de l'aile du Mortier parce qu'elle est en train de se replacer, et donc dès que le ballon est plus lent à sortir côté bleu, Ntamak il s'embête pas et il envoie une sublime diagonale, c'est vraiment millimétré, c'est un geste caviar pour du Mortier qui marque l'essai. Également, malgré tous les critiques et tous les regrets que j'ai pu énoncer, je trouve que sur l'essai de Jalibert, on a retrouvé un petit peu ce qui faisait l'essence du 15 de France ces derniers temps, c'est-à-dire des lancements de jeu milieu de terrain avec Ficou, qui là par contre je pense voulait faire la passe, c'était ce qui était prévu à mon avis, mais étant donné qu'il reçoit le ballon un poil trop et un poil derrière, je pense qu'il a pas le temps en fait d'ajuster sa passe, soit pour Jalibert, soit pour son extérieur, donc il préfère conserver et aller défier directement la ligne d'avantage. En plus il fait un super travail en lâchant le ballon pour se relever et rejouer, donc ce qui va mettre la défense italienne encore plus sur les talons. Ensuite les gros et Moefana sont au soutien pour assurer un ballon très rapide, pendant que la plupart des défenseurs sont encore en train de se replacer. La prochaine cellule elle est déjà prête, et là on a un beau travail d'Olivon et de Tao qui parviennent à passer au contact pour Jalibert qui arrive à hauteur et marque l'essai. Et mine de rien, on a beau râler, on a quand même pas mal dominé l'Italie dans le nombre d'occasions qu'on s'est créé. Penaud, avec un poil plus de réussite et de maîtrise, il aurait dû en marquer 3 de plus. Je pense qu'avec l'essai d'Olivon qui est refusé en plus, on aurait pu passer facilement la barre des 40. Donc certes, on peut se dire d'un côté que c'est les Italiens qui perdent ce match, mais on peut aussi se dire qu'on leur a laissé beaucoup les moyens de nous faire mal. Aussi, je pense que les Italiens se sont un petit peu trompés dans leur stratégie. Autant devant, ils ont un gros pack avec les canonnés là qui sont hyper forts, qui arrivent très vite dans les intervalles, qui font mal au contact. Autant je pense que la charnière Varney-Alan leur bouffe pas mal le match. Déjà, il y a le fait de vouloir relancer depuis leur 22, ça les a mis sous une énorme pression, sans leur offrir de réelles occasions. En fait, je pense qu'ils voulaient à tout prix éviter de nous rendre le ballon au pied,
côté pour ne pas s'exposer à notre triangle derrière, notamment Penaud du Mortier, ça va à 1000 à l'heure. Mais bon, au vu du résultat et au vu de la pression que ça leur a mis constamment sur la tronche, je suis pas sûr que c'était la bonne solution. Et ensuite, leur pattern de sortie de camp, lorsqu'ils voulaient les mettre en place, ils étaient très mal foutus. C'est d'ailleurs comme ça qu'on marque le premier essai, avec Varney qui tape sans être protégé, alors qu'en face, c'est Flamand, le plus grand joueur des Bleus. Ensuite, il s'expose plusieurs fois au rush de Dupont, qui est parvenu à venir les gêner et à les contrer, et même en prenant énormément de profondeur et en dégageant depuis l'embut, ils ont vraiment été à la peine dans ce secteur. Et pour continuer sur la stratégie de l'Italie, je pense qu'ils peuvent regretter le fait que Varney se soit trop souvent débarrassé du ballon au pied, souvent en plus sur des phases où ils étaient en place offensivement, qu'ils avançaient, et surtout que ces tirs ont simplement rendu le ballon aux Français, il n'y a pas eu de pressing ensuite, il y a vraiment une utilisation bizarre de ces jeux au pied là. On a vu que plusieurs fois ils ont essayé de pousser au pied entre le second et le troisième rideau, c'est là souvent où en fait si c'est pas bien géré, c'est là que la couverture est fissurée, mais ça a été mal réalisé et au final ils ont juste perdu des munitions précieuses alors que c'était plutôt sur des temps forts. Quoi qu'il en soit, malgré ce match un peu pérave, je suis pas forcément inquiet avant le déplacement en Irlande, et pour une bonne raison, c'est que si vous allez voir les derniers France-Italie, notamment ceux qui ont ouvert les tournois de 2021 et 2022, ou alors tout simplement vous allez voir mes anciens débriefs, c'est cadeau, et bien en fait ces France-Italie en ouverture de tournoi, ça a souvent été des matchs brouillons où c'était pas forcément ceux qui mettaient le mieux en valeur l'équipe de France. Alors sûrement parce que c'est le premier match, que ça fait longtemps que les joueurs n'ont pas joué ensemble, et aussi parce que les Italiens à ce moment-là, ils ont tout leur effectif et qui sont frais et qu'ils ont absolument envie de gagner ce défi transalpin. Donc traditionnellement depuis 3-4 ans, les France-Italie c'est pas des très beaux matchs, c'est pas vraiment des très grands matchs de l'équipe de France. Ça me fait penser d'ailleurs un petit peu aux France-Australie de novembre dernier où on avait loupé plein de choses, on avait commis des erreurs bêtes, etc. pour au final taper les box dans la foulée. Donc je leur fais confiance pour sortir une grosse perf à Dublin. Avant de conclure maintenant, j'ai pas forcément de top ou de flop. J'ai bien aimé la première mi-temps de Dupont. Je trouve aussi que Fickou a montré une véritable assurance. En défense, c'est 100% au plaquage, c'est un véritable mur. Ballon en main aussi, il a pas mal avancé alors qu'il n'était pas forcément servi dans les meilleures dispositions. En même temps, c'est normal vu son statut, c'est devenu le joueur de l'équipe de France qui a disputé le plus de tournois dans toute l'histoire du 15 de France. À noter aussi le match de Jelon qui a été très présent dans le combat et on peut regretter le fait qu'il ait joué entièrement le match, j'aurais bien aimé qu'il se repose un petit peu. Pareil pour Dupont, mais bon, vu la physionomie de la rencontre, on pouvait pas se permettre de les remplacer. Par contre, je vais prendre le parti pris de défendre Olivon, qui a été beaucoup critiqué sur ce match-là, notamment parce qu'il a été pas mal pénalisé. Alors oui, il prend jaune, mais en même temps, je pense que s'il se met pas à la faute là, on se le prend quand même. Il a essayé de se sacrifier, il a essayé de tenter un truc, ça a pas marché, il prend jaune, c'est la loi du rugby, hein. Mais bon, il y a aussi que ceux qui ne tentent rien, qui ne sont jamais pénalisés. Puis en première mi-temps, moi j'aimerais revenir sur une situation d'essai qui se crée à lui tout seul, en venant par 2 fois plaquer et faire perdre le ballon aux Italiens, avant de récupérer la balle et de pénétrer dans l'embut. Vraiment dommage qu'il ait pas marqué là-dessus, parce que sinon on aurait vu son match sous un autre angle. Et puis Olivon, c'est un battant, c'est un véritable patron, il déteste perdre, il sait que son statut est en danger parce qu'il y a beaucoup de concurrence en troisième ligne, donc je pense qu'il va réagir de la meilleure des manières et faire un gros match en Irlande. Pour finir, pour le geste d'or et la boulette d'or, alors j'ai pas trouvé vraiment de boulette d'or sur ce match, j'ai pas été très inspiré, mais par contre je vous propose 4 candidats au geste d'or. Le premier c'est Ntamak avec ses 2 diagonales au pied pour 2 essais, le deuxième c'est Tao pour sa passe à une main dans la défense qui mène à l'essai de Jalibert. Ensuite, on a Flamand pour son contre et son essai en tout début de partie. Et le dernier, c'est le grattage de Macalou qui relève de l'exploit au vu de la manière dont l'arbitre a sifflé les rugs dans cette rencontre et qui permet de récupérer un précieux ballon en fin de match. Donc dites-moi en commentaire qui sont vos tops, vos flops et qui sont vos gestes d'or. Irlande-France, c'est samedi à 15h15 et ça va envoyer du bois là parce qu'il y a 2 séries qui vont se confronter. D'un côté, la série de victoires du 15 de France, ils peuvent chercher une 15e victoire d'affilée et accroître encore plus cette série historique. Et de l'autre, les Irlandais peuvent enchaîner aussi une 15e victoire à domicile, ce qui veut dire que l'une des 2 équipes va mettre fin à la série de l'autre. J'ai hâte de voir ça. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimez mon contenu, je vous rappelle que c'est hyper important de s'abonner, de lâcher un pouce bleu et de m'écrire un petit commentaire. Également, si vous avez les moyens et que vous voulez aller plus loin en me payant une bière ou un café, sachez que j'ai ma page Utip ou alors qu'il y a le bouton merci directement sous la vidéo pour me laisser un petit pourboire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, allez les bleus, bye l'Ovalie.